Il y a une folie des vaccins ARN messagers, donc avec le développement de vaccins ARN messagers auto-amplifiants, qui sont privilégiés, qui sont les plus dangereux de tous, à mon avis, où il y a un contact de l'ARN messager lorsqu'on va manger, par exemple, de la viande de canard, il va y avoir un contact avec les muqueuses buccales et puis avec l'œsophage aussi, les muqueuses de l'œsophage. En fait, l'ARN messager peut très bien, au contact des muqueuses, passer dans l'organisme qui le consomme. On peut détecter de l'ARN messager jusqu'à 709 jours après l'injection vaccinale. Et en plus, il a été démontré récemment que les ARN messagers sont capables de franchir la barrière placentaire. Les mortinescences, les fausses couches, oui, c'est un dérèglement du système rénine-angiotensine, c'est complètement lié. Alors, dans les années 70, il y avait une personne sur 10 000 qui avait des troubles autistiques. Statistiquement, c'était une personne sur 10 000. Actuellement, on considère que c'est une personne sur 36. Et à New York, on considère que c'est une personne sur 22. On parle de la corruption, on parle aussi de dépopulation, ce qui paraissait être des idées folles avant. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe, on a le droit de se poser des questions, parce que là, ce qui se passe, c'est vraiment fou. Ça s'accélère avec des vaccins ARN messagers auto-amplifiants qui sont les pires de tous, sur lesquels on a le moins de recul, et donc clairement, on va avoir le plus d'effets délétères. Chers amis, bonjour. Je suis aujourd'hui en compagnie du docteur Jean-Marc Sabatier. Bonjour, docteur Sabatier. Bonjour, Rodolphe. Jean-Marc Sabatier est docteur en microbiologie cellulaire, il est biologiste, il est également directeur de recherche au CNRS et nous allons avoir ensemble une série d'entretiens à des sujets extrêmement sensibles, contemporains, puisque nous allons parler de vaccins ARN messagers, nous allons revenir sur la crise du Covid et les vaccins Covid, mais nous allons également parler de ce qui est, d'après le biologiste qui est le docteur Sabatier, le point commun à toutes les maladies non génétiques. Et donc pour cette première émission, nous allons vous parler, chers amis, de canards, puisque docteur Sabatier, la France est le seul pays au monde à avoir imposé la vaccination à ARN messager contre la grippe aviaire de tous les canards français. Alors, peut-être là chez vous, vous dites-vous, bon, ce qui concerne les canards ne me regarde pas. Après tout, s'il y a des effets secondaires pour les canards, c'est pas très grave. Et le problème, et que vous allez nous exposer, c'est que l'ARN messager injecté au canard peut très probablement arriver dans le corps humain, tout simplement suite à la consommation humaine de viande de canard. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors en fait, le vaccin en question est un des deux vaccins qui sont utilisés justement pour vacciner entre guillemets les canards. Donc ce sont des vaccins qui sont opérationnels depuis 2023 et dont l'ATU a été donc l'autorisation temporaire justement d'utilisation a été renouvelée ces derniers jours là pour 2 ans, donc jusqu'en 2027. Alors il s'agit donc de 2 vaccins. Pour les canards, il y en a un qui est inactivé, donc un virus inactivé, et l'autre qui est justement un vaccin ARN messager auto-amplifiant qui est produit par une firme pharmaceutique, enfin une firme vétérinaire qui s'appelle Ceva. Donc c'est un vaccin ARN messager auto-amplifiant qui est dirigé contre l'antigène H3, donc l'hémagglutinine H5 pour le virus H5N8. Donc c'est contre la grippe aviaire du canard. Alors dans les vaccins ARN messagers auto-amplifiants, en fait, ce sont des ARN messagers traditionnels dans lesquels on a rajouté, dans une région bien particulière de l'ARN messager, un domaine qui va coder pour un complexe réplicase. Alors ce complexe réplicase, il provient d'un virus, soit d'un flavivirus justement, soit d'un alphavirus, et là dans ce cas précis, c'est un alphavirus qui est le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et donc vous avez ce virus qui apporte ces quatre antigènes, ces 4 molécules qui sont NSP1, NSP2, NSP3, NSP4. Et ce complexe réplicase est un complexe qui agit de concert pour permettre la copie de l'ARN messager auto-amplifiant
en ARN complémentaire. Et puis ce brin d'ARN complémentaire va servir d'amorce pour fabriquer un autre brin d'ARN qui va être complètement identique à l'ARN messager auto-amplifiant. Ce qui veut dire qu'en fait, dans un ARN messager auto-amplifiant, lorsqu'il y a la traduction de cet ARN messager, vous allez produire non seulement l'antigène, donc là, ça va être l'antigène H5, hein, pour lutter contre la grippe aviaire de canard. C'est normalement pour lutter contre la H5, la souche H5N8. Et puis, donc, vous allez avoir donc ces protéines qui vont à la fois donc produire le complexe réplicase plus cet antigène. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un danger à utiliser un tel vaccin, puisque avec ces ARN messagers donc auto-amplifiants, qui sont donc dangereux parce qu'ils sont capables de fabriquer de produire en fait des copies de cet ARN messager auto-amplifiant, vous avez des nanoparticules d'oxyde de fer et également du squalène. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un danger lors de la consommation justement d'un canard qui a été injecté avec ce type d'ARN messager auto-amplifiant, justement parce que l'ARN messager peut être plus ou moins stable à la chaleur, à la température, et il peut être aussi plus ou moins stable à l'acidité gastrique. Parce que ce qui se passe, c'est qu'un ARN messager, normalement, est thermosensible, c'est-à-dire qu'il va être détruit par la chaleur. Généralement, c'est à partir de 65 degrés qu'il est dégradé, qu'il se dégrade. Mais on connaît donc des ARN messagers qui sont stables à 100 degrés pendant 10 minutes, d'autres qui ont été décrits stables à 80 degrés pendant 65 heures. Donc, en soi, il peut y avoir des ARN messagers qui sont plus ou moins résistants donc, à la dégradation thermique. Bon, notamment, en plus de ces ARN messagers, il y a donc les nanoparticules d'oxyde de fer et le squalène qui servent de gang de protection en fait à cet ARN messager pour éviter qu'il soit dégradé et pour le vectoriser aussi dans les cellules de canard. Et donc, ça peut protéger aussi ces ARN messagers. Donc, ça veut dire que l'ARN messager peut être stable thermiquement, notamment quand on mange par exemple du magret de canard rosé. À ce moment-là, la température n'est pas très élevée et on peut avoir justement des ARN messagers fonctionnels qui vont conduire justement à un complexe réplicase fonctionnel, donc pas détruit par la chaleur, d'autant plus qu'il y a une protection donc avec ces nanoparticules d'oxyde de fer et de squalène qui peuvent protéger ces ARN messagers. Et en plus, ils peuvent les protéger également contre l'acidité gastrique. Ouais. Hein, le pH dans l'estomac varie de 1 à 3 et il monte jusqu'à 4 justement lors d'un jeûne thérapeutique. Et donc, ce qui se passe, cette gangue peut très bien protéger l'ARN messager contre la dégradation. Et puis surtout, il y a un contact de l'ARN messager lorsqu'on va manger par exemple de la viande de canard. Il va y avoir un contact avec les muqueuses buccales et puis avec l'œsophage aussi, hein, les muqueuses de l'œsophage. Et ça veut dire que en fait, l'ARN messager peut très bien, au contact des muqueuses, passer dans l'organisme qui le consomme. Hein. Et là, quel est le danger ? Ben là, le danger, c'est d'avoir déjà un complexe réplicase fonctionnel. Parce que si l'ARN messager auto-amplifiant passe, ça veut dire que on va avoir donc un ARN messager qui va coder à la fois pour l'antigène H5, ce qui n'est pas vraiment là un problème, mais par contre, on va avoir un complexe réplicase fonctionnel. Et là, par contre, ça va être dangereux. Parce que ce complexe réplicase, c'est un complexe qui permet de fabriquer de l'ARN à partir d'une matrice d'ARN. Et globalement, dans l'organisme humain, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, on ne va pas contrôler du tout, je veux dire, les cibles de ce complexe réplicase. Hein. Donc, ça peut fabriquer des copies d'autres types d'ARN et on ne maîtrise absolument rien. Alors, je pense que la question que se pose à présent la plupart de nos spectateurs, c'est comment une telle chose peut-elle survenir en France en 2025 ? C'est-à-dire, comment peut-on mettre en place aussi massivement une injection d'un produit, parce qu'on l'appelle un vaccin, mais en réalité, comme pour le Covid, c'est plutôt une sorte de thérapie génique. Oui. Comment peut-on injecter aussi massivement à des animaux d'élevage un produit qui risque de passer dans le corps humain avec une totale inconnue en termes
Oui, tout à d'effets fait. secondaires et de conséquences. Mais ce qui se passe déjà, on le voit avec la Covid, hein. Ouais. C'est-à-dire que normalement, ces injections d'ARN messager, c'est de la thérapie génique, hein. En fait, c'est rien du tout parce que c'est même pas de la thérapie puisque ça déglingue l'organisme plus que ça le soigne. Mais normalement, ça aurait jamais dû être classifié comme justement vaccin, Ouais. parce que on travaille avec du matériel génétique, là, hein. Ce sont des acides nucléiques et normalement, il y a tout un tas de tests qui doivent accompagner en fait la mise sur le marché d'un tel produit, hein, qui sont pas faits, hein. Il y a des tests de tératogénicité, enfin bon, il y a vraiment une multitude de tests, et notamment, on doit bien connaître quelle est la production, quelle est la biodistribution des molécules, etc. Ce qui n'est pas le cas, hein, ici, hein. Il y a des grandes inconnues. Alors, est-ce que ça s'explique par le fait que, j'imagine, les règles pour les vaccins animaux ne sont pas les mêmes que pour les vaccins humains? Ben, pour les vaccins humains, il n'y a pas eu apparemment tous ces tests non plus, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une injection de masse Ouais. dans la population, hein, et y compris même chez les enfants, enfin bon, même chez les bébés, hein, puisqu'ils ont été autorisés à partir de 6 mois. Donc les injections Comirnaty, hein, et puis il y a aussi la Moderna, donc Comirnaty de Pfizer-BioNTech ou Moderna le Spikevax de Moderna. Donc ce sont des ARN messagers, donc non auto-amplifiants, mais qui ont été autorisés pour des injections de masse, sans aucun test non plus. En fait, on n'a pas de recul, avec énormément d'inconnus. Alors on commence à avoir du recul, on en parlait tout à l'heure en antenne. C'est-à-dire qu'on voit l'ARN messager à l'œuvre aujourd'hui à plus de 700 jours après l'injection. Oui, tout à fait, oui, c'est catastrophique. On peut détecter de l'ARN messager jusqu'à 709 jours, à ma connaissance, c'est le record maintenant, après l'injection vaccinale. Et on sait que c'est de la protéine spike vaccinale et non pas de la protéine spike qui provient du virus infectieux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même masse moléculaire, parce que la protéine spike vaccinale est légèrement modifiée sur 2 résidus d'acides aminés en position 986-987. Donc, ils peuvent être distingués justement par de la spectrométrie de masse. Donc là, on est certain que c'est de la protéine spike qui est issue en fait de l'ARN messager vaccinal, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps humain qui a été injecté avec ce vaccin donc, continue à fabriquer de la protéine spike. Oui. De la protéine spike modifiée génétiquement. Oui. Quel est dès lors le risque pour la santé humaine? Ben, le risque, il est énorme parce que ça sous-tend le fait qu'on retrouve de l'ARN messager, je veux dire pratiquement 2 ans après l'injection vaccinale, enfin de la protéine spike, hein. Ouais. Bon, ben, ça veut dire qu'il y a de l'ARN messager aussi quelque part, Ouais. ou bien alors il y a eu une rétrotranscription de l'ARN messager, puis une intégration en fait de l'ADN dans le génome humain, ce qui est fort probable parce que il y a des données expérimentales qui montrent qu'effectivement la possibilité que l'ARN messager, par exemple du vaccin de Pfizer, soit rétrotranscrit, puis que l'ADN correspondant, donc bicaténaire, soit intégré en fait dans le génome humain, on voit qu'il y a des tas de données expérimentales qui montrent que c'est possible. Hein, ça a été testé in vitro sur différents types cellulaires qui montrent que c'est possible. Ça veut dire qu'il peut y avoir potentiellement des réactivations, c'est-à-dire des transcriptions dans le temps, plus ou moins transitoires, de protéines spike qui feraient que justement cette protéine spike se promène en fait dans le corps humain. Alors il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'on sait que le virus SARS-CoV-2, donc qui est à l'origine de la Covid, on sait que ce virus a une activité bactériophage-like. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller infecter certaines bactéries, notamment des bactéries qui n'ont pas de paroi, des bactéries gram-négatives. Et à ce moment-là, lorsque le virus infecte ces bactéries, il est plus ou moins protégé du système immunitaire. Ça veut dire que quand on a été infecté par le virus, il faut un traitement avec un macrolide, par exemple de l'azithromycine ou de la clarithromycine, pour détruire en fait ces espèces de bactéries qui potentiellement peuvent héberger le virus SARS-CoV-2, pour le rendre de nouveau accessible au système immunitaire pour qu'il puisse éventuellement le neutraliser. D'accord. Donc est-ce que ça signifie qu'en continuant à produire cette protéine spike, on peut du coup refaire un Covid sans infection Oui, tout extérieure? à fait, oui. D'accord. On voit effectivement des rechutes chez les patients qui sont Covid long. Alors le Covid long, il peut être soit dû à une infection naturelle, soit dû donc à une injection vaccinale, soit ça peut être la conséquence des deux, et il peut être dû aussi à une réactivation de microbes dormants.
Donc ça peut être le virus d'Epstein-Barr, par exemple, hein, EBV, qui est responsable de la mononucléose infectieuse et du lymphome de Burkitt. Ça peut être une réactivation de Borrelia, qui est une bactérie spirochète responsable des pathologies de Lyme. Ça peut être Babesia, donc un parasite protozoaire qui est aussi responsable de pathologies de type Lyme. Il faut savoir que les pathologies de type Lyme, en fait, ce sont exactement les mêmes que les pathologies Covid. Oui. Et puis ça peut être une réactivation généralement de microbes dormants. Ce sont souvent des virus de l'herpès. Hein. Il peut y avoir aussi varicella zoster. Donc c'est pour ça que souvent les personnes qui sont réinfectées se retrouvent avec des zonas. C'est parce qu'il y a des réactivations de virus dormants dues à l'hyperinflammation, qui est soit due justement à l'injection vaccinale, soit carrément qui est due en fait à l'infection naturelle par le virus SARS-CoV-2. Alors, cette inscription dans le génome humain signifie-t-elle que une femme ou un père ou un homme vacciné et qui continue à produire comme ça de la protéine spike va transmettre cette capacité à son enfant? Alors c'est effectivement le gros risque, parce que s'il y a une rétrotranscription, une intégration dans le génome, ce qui pourrait vraiment bien être le cas, hein, il y a plus de chances que ça arrive que ce soit hypothétique. À ce moment-là, il y a logiquement une transmission à la descendance, hein, puisque ça fait partie du patrimoine génétique. Alors, avoir une information virale dans le patrimoine génétique, c'est pas vraiment nouveau. C'est pas vraiment nouveau, Ouais. hein. Je veux dire, on sait qu'il y a entre 17 et 23% du génome qui provient en fait de microbes. Et si on compte vraiment large, on arrive à presque 50% du génome qui proviendrait d'une manière ou d'une autre aux microbes, hein, si on compte vraiment toutes les séquences dérivées des microbes. Donc on peut avoir des informations génétiques qui viennent de microbes sans qu'il y ait de problème de santé, hein, nécessairement. D'accord. Donc la question à laquelle j'aimerais revenir, c'est pourquoi cette systématisation, cette espèce de raz-de-marée de la technologie à ARN messager dans le cadre de soi-disant vaccination, que ce soit donc pour l'être humain, puisqu'il y a d'autres maintenant vaccins à ARN messager qui sont censés arriver, mais aussi pour les animaux. Pourquoi est-ce que les vaccins classiques, enfin j'ai envie de dire les vrais vaccins, c'est-à-dire les vaccins à virus atténués, sont peu à peu remplacés par des vaccins à ARN messager? Oui, tout à fait. Ben, à l'horizon 2030, ils comptent remplacer les 500 vaccins actuels, donc humains et vétérinaires, par des vaccins à ARN messager, hein, dont 120 en médecine humaine. Hein. Ouais. Donc là, c'est la folie, parce qu'on connaît énormément de vaccins qui ne posent pas de problème, qui sont basés sur les technologies classiques. Hein. Technologie classique, ça va être le virus inactivé, ça va être le virus atténué, ça va être la protéine recombinante, une protéine microbienne par exemple, recombinante, ça va être un vaccin à vecteur viral. Voilà, et là on focalise absolument sur les vaccins ARN messagers. Il y a une folie des vaccins ARN messagers, donc avec le développement de vaccins ARN messagers auto-amplifiants, qui sont privilégiés, qui sont les plus dangereux de tous, à mon avis. Et on développe aussi parallèlement des vaccins ARN messagers transamplifiants et à point quantique de graphène. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, donc, les vaccins ARN messagers auto-amplifiants, donc on a juste rajouté entre la région 5' et la région ORF de l'ARN messager le complexe réplicase qui va permettre de faire des copies en permanence justement de cet ARN messager pour produire à la fois l'antigène et le complexe réplicase. Après, il y a les vaccins ARN messagers transamplifiants qui sont basés en fait sur le même type de technologie, mais à la place d'avoir un seul ARN messager, on a deux ARN messagers, un qui va coder pour le complexe réplicase et un autre qui va coder pour l'antigène. Donc c'est un gros avantage pour Big Pharma, ça va être moins coûteux parce que ça va être beaucoup plus facile à fabriquer qu'un long ARN messager auto-amplifiant. Et en plus, ça va être moins coûteux parce que l'ARN messager qui va coder pour le complexe réplicase va pouvoir être utilisé pour tous les autres vaccins. Il suffira juste de changer le deuxième brin d'ARN messager qui, lui, va coder pour l'antigène. Et puis, il y a des vaccins à point quantique de graphène. Alors, en fait, c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'on part d'acide citrique, on fait en fait une pyrolyse dessus, on obtient un dérivé
de graphène qui est chargé positivement et négativement. À partir de là, on fait une carbonisation, on obtient du graphène, et ce graphène peut être fonctionnalisé par différents types de réactifs chimiques. Généralement, on utilise le polyéthylénimine. Ça permet de mettre plein de charges positives en fait sur le graphène, et ces charges positives vont pouvoir interagir avec les groupements phosphates des nucléotides de l'ARN messager, donc ça va permettre de stabiliser les ARN messagers par des liaisons ioniques sur la structure du graphène fonctionnalisé. Et ces vaccins ARN messagers à pointe quantique de graphène, ils sont aussi particulièrement dangereux parce que, en théorie, ils peuvent être activés par de l'énergie photonique, donc par des sources d'énergie lumineuse, hein, par des photons. Ils peuvent être activés aussi par les ultrasons, et ils peuvent être activés par des champs magnétiques. Donc ça veut dire que on peut activer ce type de composé de l'extérieur de l'organisme, quoi. Donc c'est comme si, oui, c'est assez fou. Oui. On était dépendant d'une télécommande. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Oui. Donc évidemment, ce sont des technologies très très dangereuses, hein, et le graphène, même le graphène en lui-même, il n'est pas vraiment biocompatible. Hein. Ouais. Le graphène, c'est une substance qui est à la fois extraordinaire et qui est très effrayante, hein, parce que c'est une substance, on peut faire énormément de choses avec le graphène. Ça peut stocker de l'énergie, ça peut capter en fait de l'énergie et la retransmettre. Ça peut servir de biocapteur, de batterie de stockage chimique. Enfin bon, il y a énormément de possibilités. Ça peut servir de nano-antenne par exemple, hein, puisque c'est semi-conducteur. Alors pourquoi la France prend-elle cette autoroute des vaccins ARN messagers comprenant du graphène, puisque, je le répète, c'est le seul pays à vacciner tous ces canards, oui, tous ces canards d'élevage. Oui. Évidemment. Bon, évidemment, c'est pas non plus le seul pays à avoir vacciné, ou en tout cas à avoir tenté de vacciner sa population générale, mais ce que vous nous apprenez est plutôt inquiétant, c'est-à-dire la volonté de peu à peu remplacer les vaccins traditionnels oui, par les vaccins ARN messagers. Pourquoi la France fait-elle dans ce domaine figure non seulement de leader, mais j'ai envie de dire de tête brûlée, puisque en réalité on n'a aucun recul sur, oui, tout à fait. Sur les effets secondaires. Quant au graphène, ça reste quand même hypothétique. Enfin, je veux dire, les nouveaux vaccins, qui soient ARN messager traditionnel, conventionnel et puis auto-amplifiant, bon, il n'est pas décrit qu'il y a du graphène dessus, hein. Comme il n'est pas décrit qu'il y a du graphène dans les vaccins conventionnels ARN messager, Comirnaty et Spikevax. Mais des études indépendantes par différents labos montrent la présence d'oxyde de graphène, hein. Donc on peut se poser des questions. Il semble effectivement qu'il y ait de l'oxyde de graphène. Alors c'est vrai que la France suit le mouvement, hein, parce qu'elle n'est pas la seule. Elle est la seule par rapport au canard, mais elle n'est pas la seule à utiliser ce type de vaccin. Là, il faut savoir que l'EMA a autorisé, donc l'agence européenne, hein, voilà, du médicament, a autorisé justement un autre vaccin ARN messager auto-amplifiant, qui est le Kostev, qui est un vaccin donc ARN messager auto-amplifiant, qui est déjà utilisé au Japon, qui a été développé par deux sociétés, une société qui s'appelle CSL et l'autre qui s'appelle Arcturus Therapeutics, qui est une société donc californienne. Et donc ça a été accepté très récemment, hein, c'est vraiment très récent, hein, ça date du mois dernier, hein. Voilà, ça veut dire qu'en France, on peut effectivement recevoir un vaccin ARN messager auto-amplifiant. Dans un cocktail vaccinal, vous avez à la fois l'ARN messager qui peut être hyper inflammatoire et qui est délétère, et vous avez aussi les nanoparticules lipidiques qui sont très délétères et on ne sait pas trop où elles vont, c'est-à-dire elles sont potentiellement captées par tous les organes, hein. Alors, je répète ma question. Pourquoi est-ce que donc, la France en particulier... Oui, pourquoi la France? C'est assez incompréhensible. La France suit le mouvement. C'est quand même une tendance mondiale, hein. Bon, maintenant, moins avec l'élection de Trump, où ils ont tendance, je l'espère, à bloquer plus ou moins ces ARN messagers. Mais en tout cas, oui, ce qui est fou, c'est que la France, un peu comme le Canada, fait figure de premier de la classe, justement, en développant au maximum les ARN messagers, puisqu'il le recommande même pour les enfants, et il le recommande même pour les femmes enceintes. Ouais. Alors parlons-en, c'est un gros problème, parce que normalement, en école d'infirmière, on apprend aux infirmières à ne pas vacciner les femmes enceintes. Oui, voilà. Tout à fait.
Alors, Tout à fait. d'où vient ce changement de paradigme? Puisqu'il y a quelques semaines, il y a une tribune qui a été publiée dans Le Monde de médecins incitant à la vaccination des femmes enceintes. Comment expliquer cette espèce de retournement de situation? Ben là, oui, c'est assez fou parce que bon, les femmes enceintes, les autorités recommandent qu'elles soient vaccinées donc avant d'être enceintes, avec la rubéole, la rougeole, la varicelle aussi, et contre la bronchiolite, hein, c'est le virus respiratoire syncytial. Après, on dit que quand elles sont justement enceintes, il ne faut pas qu'elles se vaccinent contre la rubéole, la rougeole, justement la varicelle et la tuberculose. Mais là, par contre, ce qui est assez fou, c'est qu'ils recommandent la vaccination des femmes enceintes avec un vaccin contre la coqueluche, contre l'hémophilus influenza B, et aussi on leur recommande de se vacciner contre la bronchiolite, donc le virus respiratoire syncytial, et puis il y a aussi le Covid, donc avec le Comirnaty, un vaccin ARN messager, ce qui est une aberration totale. Là, c'est carrément de la folie parce que c'est extrêmement dangereux. D'autant plus qu'on sait que le vaccin Comirnaty, donc ARN messager conventionnel, est capable en lui-même, via sa traduction en protéine spike, cette protéine spike, elle est capable de déréguler le système rénine-angiotensine en suractivant un récepteur délétère qui s'appelle AT1R. Et on sait que ce récepteur, justement, est très délétère. Et que notamment, le système rénine-angiotensine qui est dérégulé est impliqué dans la fabrication des organes, qu'on retrouve donc à la fois chez l'embryon et au bout de 10 semaines dans le fœtus. Et en plus, il a été démontré récemment que les ARN messagers sont capables de franchir la barrière placentaire. Et ça a été montré même chez la souris. Non seulement ces ARN messagers sont capables de franchir la barrière placentaire, et il a été montré chez la souris récemment que ça peut activer le système immunitaire du fœtus, donc il y a une immunisation quelque part active, mais il y a aussi une immunisation passive avec des éléments du système immunitaire capables de passer de la mère justement au fœtus. Donc tout montre que ça ne devrait jamais être utilisé chez la femme enceinte, hein, ce qui est une aberration. Hein. On assiste actuellement à une recrudescence de la mortalité in utero. Est-ce que vous pensez que ça a un lien avec ça? Complètement, oui. Ouais. Les mortinescences, les fausses couches, oui, c'est un dérèglement du système rénine-angiotensine, c'est complètement lié. Hein. D'ailleurs, on sait que le système rénine-angiotensine est extrêmement impliqué justement dans la fertilité et puis dans tout ce qui touche au sexe. Hein. Il faut savoir que le système rénine-angiotensine contrôle la synthèse des hormones stéroïdes. Dans les hormones stéroïdes, vous avez les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes, et puis vous avez les hormones sexuelles. Donc il va contrôler la production des androgènes, des estrogènes et des progestatifs. Donc c'est très important. On sait que des anticorps dirigés contre le récepteur AT1R, qui est le récepteur délétère du système rénine-angiotensine, on sait que ça conduit à une infertilité. On sait qu'un dérèglement du système rénine-angiotensine donc inhibe la production des hormones sexuelles, donc affecte la libido, affecte la fertilité. Tout ça, c'est décrit. Ouais, on va consacrer un entretien particulier à ce système-là que vous évoquez, puisque c'est le fameux point commun entre toutes les maladies non génétiques. J'aimerais peut-être finir sur les vaccins en parlant d'une autre exception française, qui est que la France est le seul pays à avoir 12 vaccins obligatoires pour les nouveau-nés. Oui. Et en réalité, même 14 ou 15, je crois. 15. Ouais. Alors, vous pouvez nous expliquer pourquoi Alors, pour les auditeurs, il faut savoir jusqu'en 2018, il y avait 3 vaccins infantiles qui étaient obligatoires. Diphtérie, tétanos et poliomyélite. C'est le fameux vaccin DTP. Voilà, le DTP. À partir de 2018 jusqu'au 1er janvier 2025, il y en avait 11. Et à partir du 1er janvier 2025, il y en a 12 ou 15 suivant comment on compte les vaccins. Parce qu'en fait, au 1er janvier 2025, il y a le vaccin contre le méningocoque de type C qui a été retiré. Et il a été rajouté un vaccin contre le méningocoque de type B. Et il y a eu un vaccin tétravalent contre le méningocoque
de type A, C, W et Y qui a été rajouté. Ça veut dire que globalement, il y a 16 injections infantiles de 2 mois à 18 mois. Donc les enfants reçoivent 16 injections infantiles. Alors il faut savoir que tous ces vaccins concernent donc diphtérie, tétanos, poliomyélite, rougeole, rubéole, oreillon. Il va y avoir la coqueluche. Il va y avoir aussi le pneumocoque, le méningocoque, l'hépatite B et Haemophilus influenza B, qui n'est pas le virus de la grippe, mais qui est une bactérie. Hein. Voilà. Donc ça fait beaucoup trop. Hein. Et c'est sûr que toutes ces injections vaccinales conduisent très souvent à des troubles. Hein. On voit qu'il y a une augmentation du nombre de troubles chez les enfants, chez les bébés, chez les enfants qui sont notamment une augmentation du trouble autistique. Alors, dans les années 70, il y avait une personne sur 10 000 qui avait des troubles autistiques. Statistiquement, c'était une personne sur 10 000. Actuellement, on considère que c'est une personne sur 36. Et à New York, on considère que c'est une personne sur 22. Et on sait qu'entre 2020 et 2022, entre 2020 et 2000, donc sur une période de 20 ans, il y a eu une augmentation de 317% des cas d'autisme. Hein. Ouais. Et alors on peut dire, bon, rien ne prouve que l'autisme est lié justement aux injections vaccinales, ça peut être dû à la pollution, à plein d'autres choses. Mais il y a une étude récente qui a été faite sur des singes, sur des jeunes singes, qui ont reçu justement des injections vaccinales infantiles, hein, avec le même protocole qui est donné aux enfants. Et ils ont noté qu'il y avait effectivement une augmentation de pathologies neurologiques de type trouble autistique chez les jeunes singes. Avec notamment une augmentation du volume du cerveau qui apparemment est assez caractéristique de l'autisme. Comment faire pour résister à cette espèce de raz-de-marée que j'ai l'impression que personne ne maîtrise en réalité? C'est-à-dire on maîtrise rien. On maîtrise rien parce qu'on ne va pas maîtriser déjà la quantité d'antigènes qui va être produite pour une même quantité d'ARN messager reçu. C'est-à-dire que si on injecte par exemple 100 microgrammes d'ARN messager, ce qui est le cas du Comirnaty pour la forme adulte, on injecte 100 microgrammes d'ARN messager qui correspondent donc à 14 000 milliards de molécules d'ARN. On ne sait pas combien de protéines spike va être produite à partir justement de ces ARN messagers parce qu'on ne contrôle pas la production. Ouais. Ça va dépendre des individus. La production interindividuelle ne va pas être la même. Hein. Il y a des individus qui vont produire plus de protéines spike que d'autres. Dans ce cadre-là, on a envie de poser la question, mais que fait la police? Enfin, que fait la police scientifique? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de garde-fous qui sont placés? Eh bien là, oui, c'est ce qui est assez fou. Hein. Alors bon, évidemment, il peut y avoir beaucoup de choses. Hein. On parle, il doit y avoir peut-être de la corruption. On parle aussi de dépopulation. Ce qui paraissait être des idées folles avant, maintenant, quand on regarde ce qui se passe, on est en droit de se poser des questions, hein, parce que là, ce qui se passe, c'est vraiment fou. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça n'a plus rien de sanitaire. Ouais. Voilà. Là, je crois que c'est devenu clair parce que il y a énormément d'effets secondaires qui sont associés donc à ces injections vaccinales à ARN messager. Et normalement, tout aurait dû être arrêté de longue date. Et ça continue. Et ça s'accélère même. Et de plus, ça s'accélère avec des vaccins ARN messager auto-amplifiants qui sont les pires de tous, sur lesquels on a le moins de recul, et donc clairement on va avoir le plus d'effets délétères, hein, parce que cela c'est obligatoire, on ne peut pas avoir d'effets bénéfiques avec les vaccins ARN messager auto-amplifiants. Hein. Bon, écoutez, merci Dr Sabatier pour ce premier entretien. Nous allons faire bientôt un autre consacré au coronavirus. Oui. Et j'annonce déjà que vous êtes, vous, le directeur de publication d'une revue qui s'appelle Coronavirus. Oui, c'est ça. Oui, Coronaviruses. Oui, c'est une revue spécialisée. Donc, qui est née avec la pandémie. Hein. Ouais. Et donc, on va en reparler lors de la prochaine émission parce que vous avez des choses passionnantes également à nous dire à ce sujet. Donc, merci. Merci, Rodolphe. Et à bientôt. Oui.